Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Et particulièrement heureuse car ce soir nous sommes en pleine lecture d'un roman que j'apprécie particulièrement, La femme de 30 ans d'Honoré de Balzac, qui est un roman finalement qui est très peu connu du grand public et qui est un livre engagé puisque Balzac parle d'une réalité cachée, la réalité cachée des femmes au début du 19e siècle. Il raconte l'histoire de cette femme, un cheminement de vie. On la retrouve, on la découvre à 15 ans, on la suit jusqu'à ses 50 ans et il dépeint la souffrance de cette femme au sein de son foyer, dans sa vie conjugale. C'est un roman qui n'est pas vraiment traditionnel pour Balzac, puisque c'est un récit très fragmenté. En effet, c'est un récit qu'il a rassemblé, qu'il a écrit au fur et à mesure des années. Il a commencé en 1829 jusqu'en 1842. C'était d'abord 6 différentes nouvelles, 6 nouvelles différentes qu'il a regroupées en différents chapitres pour après en faire un roman. Et comme je vous le disais précédemment, c'est un roman qui se classe dans la série des scènes privées, de la vie privée, dans la comédie humaine. Donc nous sommes au tout début de la lecture, donc si vous nous rejoignez, vous n'avez pas manqué grand-chose, mis à part la description de Napoléon qui part en guerre et qui traverse l'Arc de Triomphe devant le château des Tuileries. Donc, continuons tout de suite cette lecture. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas en utilisant le hashtag VBN. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des réactions de votre part, des petites questions si vous en avez. Voilà. C'est parti? On y va? Bonne lecture. Alors, je vous disais, nous sommes à la page 61, dans le premier chapitre, première faute. Quand les manœuvres furent terminées, l'officier d'ordonnance accourut à bride abattue et s'arrêta devant l'empereur pour en attendre les ordres. En ce moment, il était à 20 pas de Julie, en face du groupe impérial, dans une attitude assez semblable à celle que Gérard a donnée au général Rapp dans le tableau de la bataille d'Austerlitz. Il fut permis alors à la jeune fille d'admirer son amant dans toute sa splendeur militaire. Le colonel Victor d'Aiglemont, à peine âgé de 30 ans, était grand, bien fait, svelte, et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux que quand il employait à force à gouverner un cheval dont le dos élégant et souple paraissait plier sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu'une parfaite régularité de traits communique à de jeunes visages. Son front était large et haut. Ses yeux de feu, ombragés de sourcils épais et bordés de longs cils, se dessinaient comme 2 ovales blancs entre 2 lignes noires. Son nez offrait la gracieuse courbure d'un bec d'aigle. La pourpre de ses lèvres était rehaussée par les sinuosités de l'inévitable moustache noire. Ses joues larges et fortement colorées offraient des tons bruns et jaunes qui dénotaient une vigueur extraordinaire. Sa figure, une de celles dont la bravoure a marqué de son cachet, offrait le type que cherche aujourd'hui l'artiste dont il songe à représenter un des héros de la France impériale. Le cheval trempé de sueur et dont la tête agitée exprimait une extrême impatience, les 2 pieds de devant écartés et arrêtés sur une même ligne sans que l'un dépassât l'autre, faisaient flotter les longs crins de sa queue fournie. Et son dévouement offrait une matérielle image de celui que son maître avait pour l'empereur. En voyant son amant si occupé de saisir les regards de Napoléon, Julie éprouva un moment de jalousie, en pensant qu'il ne l'avait pas encore regardé. Tout à coup, un mot est prononcé par le souverain. Victor presse les flancs de son cheval et part au galop, mais l'ombre d'une borne projetée sur le sable effraie l'animal qui s'effarouche, recule, se dresse et si brusquement que le cavalier semble en danger. Julie jette un cri, elle pâlit. Chacun la regarde avec curiosité. Elle ne voit personne.
Ses yeux sont attachés sur ce cheval trop fougueux que l'officier châtie tout en courant redire les ordres de Napoléon. Tout en courant redire les ordres de Napoléon. Ces étourdissants tableaux absorbaient si bien Julie qu'à son insu, elle s'était cramponnée au bras de son père, à qui elle révélait involontairement ses pensées par la pression plus ou moins vive de ses doigts. Quand Victor fut sur le point d'être renversé par le cheval, elle s'accrocha plus violemment encore à son père, comme si elle-même eût été en danger de tomber. Le vieillard contemplait avec une sombre et douloureuse inquiétude le visage épanoui de sa fille, et des sentiments de pitié, de jalousie, des regrets même, se glissèrent dans toutes ses rides contractées. Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie, le cri qu'elle venait de pousser, et le mouvement convulsif de ses doigts achevèrent de lui dévoiler son amour secret, certes, il dut avoir quelques tristes révélations de l'avenir, car sa figure offrit alors une expression sinistre. En ce moment, l'âme de Julie semblait avoir passé dans celle de l'officier. Une pensée plus cruelle que toutes celles qui avaient effrayé le vieillard crispa les traits de son visage souffrant, quand il vit d'Aiglemont échangeant, en passant devant eux, un regard d'intelligence avec Julie dont les yeux étaient humides et dont le teint avait contracté une vivacité extraordinaire. Il emmena brusquement sa fille dans le jardin des Tuileries. « Mais mon père, disait-elle, il y a encore sur la place du Carrousel des régiments qui vont manœuvrer, voyons. » « Non, mon enfant, toutes les troupes défilent. »« Je pense, mon père, que vous vous trompez. Monsieur d'Aiglemont a dû les faire avancer. »« Mais ma fille, je souffre et je ne veux pas rester. » Julie n'eut pas de peine à croire son père quand elle eut jeté les yeux sur son visage, auquel de paternelles inquiétudes donnaient un air abattu. « Souffrez-vous donc beaucoup ?» demanda-t-elle avec une indifférence tant elle était préoccupée. « Chaque jour n'est-il pas un jour de grâce pour moi ?» répondit le vieillard. « Vous allez donc encore m'affliger en me parlant de votre mort? J'étais si gaie. Voulez-vous bien chasser vos vilaines idées noires ?»« Oh !» s'écria le père en poussant un soupir. « Enfant gâté! Les meilleurs cœurs sont quelquefois bien cruels. Vous consacrez notre vie, ne pensez qu'à vous, préparez votre bien-être, sacrifiez nos goûts à vos fantaisies, vous adorez, vous donnez même notre sang. Ce n'est donc rien? Hélas, oui. Vous acceptez tout avec insouciance, pour toujours obtenir vos sourires et votre dédaigneux amour. Il faudrait avoir la puissance de Dieu. Puis, enfin, un autre arrive, un amant, un mari. Nous ravissent vos cœurs. » Julie, étonnée, regarda son père qui marchait lentement et qui jetait sur elle des regards sans lueur. « Vous vous cachez même de nous, » reprit-il. « Mais peut-être aussi de vous-même. » « Que dites-vous donc, mon père ? » ?»« Je pense, Julie, que vous avez des secrets pour moi. »« Tu aimes, » reprit vivement le vieillard, en s'apercevant que sa fille venait de rougir. « Ah ! J'espérais te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort. J'espérais te conserver près de moi, heureuse et brillante. T'admirer comme tu étais encore naguère, en ignorant ton sort. J'aurais pu croire à un avenir tranquille pour toi. Mais maintenant, il est impossible que j'emporte une espérance de bonheur pour ta vie, car tu aimes encore plus le colonel que tu n'aimes le cousin. Je n'en puis plus douter. Pourquoi me serait-il interdit de l'aimer, mon père ? S'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité. Ah, ma Julie, tu ne me comprendrais pas, répondit le père en soupirant. Dites-le toujours, reprit-elle en laissant échapper un mouvement de mutinerie. Eh bien,
Mon enfant, écoute-moi. Les jeunes filles se créent souvent de nobles, de ravissantes images, des figures tout idéales, et se forgent des idées chimériques sur les hommes, sur les sentiments, sur le monde. Puis, elles attribuent innocemment à un caractère les perfections qu'elles ont rêvées, et s'y convient. Elles aiment dans l'homme de leur choix cette créature imaginaire. Mais plus tard, quand il n'est plus temps de s'affranchir du malheur, la trompeuse apparence qu'elles ont embellie, leur première idole, enfin, se change en un squelette odieux. Julie, j'aimerais mieux te savoir amoureuse d'un vieillard que de te voir aimant le colonel. Ah, si tu pouvais te placer à 10 ans d'ici dans la vie, tu rendrais justice à mon expérience. Je connais Victor. Sa gaieté est une gaieté sans esprit. Une gaieté de caserne. Il est sans talent et il est dépensier. C'est un de ces hommes que le ciel a créé pour prendre et digérer 4 repas par jour, dormir, aimer la première venue et se battre. Il n'entend pas la vie, son bon cœur, car il a bon cœur, l'entraînera peut-être à donner sa bourse à un malheureux, à un camarade, mais il est insouciant. Mais il n'est pas doué de cette délicatesse de cœur qui nous rend esclaves du bonheur d'une femme. Mais il est ignorant et égoïste. Il y a beaucoup de mais. Cependant, mon père, il faut bien qu'il ait de l'esprit et des moyens pour avoir été fait colonel. Ma chère, Victor resta colonel toute sa vie. Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru digne de toi, reprit le vieux père avec une sorte d'enthousiasme. Il s'arrêta un moment, contempla sa fille et ajouta: mais, ma pauvre Julie, tu es encore trop jeune, trop faible, trop délicate pour supporter les chagrins et les tracas du mariage. D'Aiglemont a été gâté par ses parents, de même que tu l'as été par ta mère et par moi. Comment espérer que vous pourrez vous entendre tous deux avec des volontés différentes dont les tyrannies seront irréconciliables? Tu seras ou victime ou tyran. L'une ou l'autre alternative apporte une égale somme de malheur dans la vie d'une femme. Mais tu es douce et modeste. Tu plieras d'abord. Enfin, tu as, dit-il d'une voix altérée, tu plieras d'abord. Enfin, tu as... Ah, j'ai sauté une ligne, excusez-moi, je vous répète le truc en boucle. Pardon, excusez-moi. Donc je reprends. Enfin, tu as, dit-il d'une voix altérée, une grâce de sentiment qui sera méconnue. Et alors? Il n'acheva pas, les larmes le gagnèrent. Victor, reprit-il après une pause, blessera les naïves qualités de ta jeune âme. Je connais les militaires, ma Julie. J'ai vécu aux armées. Il est rare que le cœur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites ou par les malheurs au sein duquel ils vivent, ou par les hasards de leur vie aventurière. Vous voulez donc, mon père, répliqua Julie d'un ton qui tenait le milieu entre le sérieux et la plaisanterie, contrarier mes sentiments? Me marier pour vous et non pour moi? Oh, te marier pour moi, s'écria le père avec un mouvement de surprise. Pour moi, ma fille, de qui tu n'entendras bientôt plus la voix si amicalement grondeuse. J'ai toujours vu les enfants attribuant à un sentiment personnel les sacrifices que leur font leurs parents. Épouse Victor, ma Julie, épouse Victor. Un jour, tu déploreras amèrement la nullité,
son défaut d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour, et 1000 autres chagrins qui te viendront par lui. Alors, souviens-toi que, sous ces arbres, la voix prophétique de ton vieux père a retenti vainement à tes oreilles. » Le vieillard se tut. Il avait surpris sa fille agitant la tête d'une manière mutine. Tous deux firent quelques pas vers la grille où leur voiture était arrêtée. Pendant cette marche silencieuse, la jeune fille examina furtivement le visage de son père et quitta par degrés sa mine boudeuse. La profonde douleur gravée sur ce front penché vers la terre lui fit une vive impression. « Je vous promets, mon père, dit-elle d'une voix douce et altérée, de ne pas vous parler de Victor avant que vous ne soyez revenu de vos préventions contre lui. » Le vieillard regarda sa fille avec étonnement. Deux larmes qui roulaient dans ses yeux tombèrent le long de ses joues ridées. Il ne put embrasser Julie devant la foule qui les environnait, mais il lui pressa tendrement la main. Quand il remonta en voiture, toutes les pensées soucieuses qui s'étaient amassées sur son front avaient complètement disparu. L'attitude un peu triste de sa fille l'inquiétait, alors bien moins que la joie innocente dont le secret avait échappé pendant la revue à Julie. Dans les premiers jours du mois de mars 1814, un peu moins d'un an après cette revue de l'empereur, une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des Noyers, sous lequel se cachait la poste de la Frière, cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité qu'un moment elle arriva au pont bâti sur la Cise, à l'embouchure de cette rivière, dans la Loire, et s'y arrêta. Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux que sur l'ordre de son maître, un jeune postillon avait imprimé à 4 des plus vigoureux chevaux du relais. Ainsi, par un effet du hasard, les 2 personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. À sa droite, le voyageur embrasse d'un regard toutes les sinuosités de la Cise, qui se roule comme un serpent ingité dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émeraude. À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées, produites par une brise matinale un peu froide, réfléchissaient les scintillements du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Ça et là, des îles verdoyantes se succèdent dans l'étendue des eaux, comme les chatons d'un collier. De l'autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment les lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. À travers le tendre feuillage des îles, au fond du tableau, Tours semble, comme Venise, sortie du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs, où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres. Au-delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature, paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve dont les flots minent incessamment la pierre, spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur. Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches qui commencent à décrire un coude devant le pont de la Cise. Puis,
De Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes anfractuosités de cette colline déchirée sont habitées par une population de vignerons. En plus d'un endroit, il existe 3 étages de maisons, creusés dans le roc et réunis par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d'un toit, une jeune fille en jupon rouge court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le pampre naissant d'une vigne. Des closiers labourent des champs perpendiculaires. Une vieille femme, tranquille sur un quartier de roches et boulets, tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi. Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus retenues que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des tonneliers fait retentir les voûtes des caves aériennes. Enfin, la terre est partout cultivée et partout féconde, là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine. Aussi, rien n'est-il comparable dans le cours de la Loire au riche panorama que la Touraine présente alors aux yeux du voyageur. Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués, procure à l'âme de ces spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son souvenir. Et quand un poète en a joui, ses rêves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques. Au moment où la voiture parvient sur le pont de la Cise, plusieurs voiles blanches débouchèrent entre les îles de la Loire et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site harmonieux. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide. Les oiseaux faisaient entendre leur prolixe concert. Le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie, tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine. De molles vapeurs, capricieusement arrêtées autour des arbres épars, dans ce vaste paysage, y imprimaient une dernière grâce. C'était la Touraine dans toute sa gloire. Le printemps dans toute sa splendeur. Cette partie de la France, la seule que les armées étrangères ne devaient point troubler, était en ce moment la seule qui fût tranquille. Et l'on eût dit qu'elle défiait l'invasion. Une tête coiffée d'un bonnet de police se montra hors de la calèche aussitôt qu'elle ne roula plus. Bientôt, un militaire impatient en ouvrit lui-même la portière et sorta sur la route comme pour aller quereller le postillon. L'intelligence avec laquelle ce Tourangeau raccommodait le trait cassé rassura le colonel comte d'Aiglemont, qui revint vers la portière en étendant ses bras comme pour détirer ses muscles endormis. Il bâilla, regarda le paysage, posa la main sur le bras d'une jeune femme soigneusement enveloppée dans un fichoura. « Tiens, Julie, lui dit-il avec une voix enrouée, réveille-toi donc pour examiner le pays. Il est magnifique. » Julie avança la tête hors de la calèche. Un bonnet de martre lui servait de coiffure, et les plis du manteau fourré dans lequel elle était enveloppée déguisaient si bien ses formes qu'on ne pouvait plus voir que sa figure. Julie d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la jeune fille qui courait naguère, avec joie et bonheur, à la revue des Tuileries. Son visage, toujours délicat, était privé des couleurs roses qui jadis lui donnaient un si riche éclat. Les touffes noires de quelques cheveux défrisés par l'humidité de la nuit faisaient ressortir la blancheur mate de sa tête, dont la vivacité semblait engourdie. Cependant, ses yeux brillaient d'un feu surnaturel. Mais au-dessus de leurs paupières, quelques teintes violettes se dessinaient sur les joues fatiguées. Elle examina d'un œil indifférent les campagnes du Cher, la Loire et ses îles, Tours et les longs rochers de Vouvray. Puis, sans vouloir regarder la ravissante vallée de la Cise, elle se rejeta promptement dans le fond de la calèche et dit d'une voix qui, en plein air,
paraissait d'une extrême faiblesse, oui, c'est admirable. Elle avait, comme on le voit, pour son malheur, triomphé de son père. Je vous propose d'arrêter la lecture pour le moment de La femme de 30 ans d'Honoré de Balzac, mais on peut se retrouver un tout petit peu plus tard dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit pour continuer la suite de ce formidable roman. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag VBN. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao.